Il y a des micro et des nanoparticules de plastique dans tout mon corps, dans mon sang, dans mes os, dans ma moelle osseuse, dans mon cerveau, dans mes poumons, dans mes reins, dans les testicules des hommes, dans le placenta des femmes enceintes. Il y en a littéralement partout. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est là où on n'a pas cherché. Plastique, on arrête tout et on réfléchit, c'est un essai pour présenter toutes les facettes du plastique et pour aller au-delà de la vision très réductrice qu'on a tendance à lire et à trouver à peu près partout dans tous les médias, qui est le plastique est un matériau génial, il a de multiples propriétés qui servent dans tous les secteurs. Il y a juste un tout petit problème à régler, c'est celui des déchets. Mais si vous étiez une meilleure citoyenne et que vous jetiez au bon endroit vos déchets plastiques, on pourrait les collecter, les recycler dans une boucle merveilleusement circulaire où un pot de yaourt redevient un pot de yaourt sans consommation d'énergie, sans consommation d'eau, sans émission de gaz à effet de serre, un coup de baguette magique et le pot redevient pot. Sauf que les recyclages des plastiques ne marchent pas ou très mal pour de multiples raisons, à la fois techniques, financières, sociétales, et surtout d'avoir les regards braqués sur cette problématique des déchets fait oublier ou laisser sous le tapis deux autres éléphants dans la pièce qui sont le problème climatique puisque le plastique est à 99% issu de matières fossiles, donc du pétrole ou du gaz. Et quand c'est du gaz de schiste de nos amis américains en général. Et le deuxième problème, c'est la toxicité, puisque les plastiques, et c'est vraiment le fil conducteur de mon livre, de montrer ça, c'était l'intention en tout cas, c'était que les plastiques ne sont pas cette matière neutre et inaltérable qu'on a tendance à toucher, lécher, inhaler, respirer, palper. Le plastique, c'est un polymère, c'est-à-dire comme un squelette, comme une structure, comme ça, auquel on greffe des additifs. Des additifs et des charges d'ailleurs, mais c'est des molécules chimiques et ce sont les additifs qui globalement donnent toutes ces propriétés au plastique et qui fait que un coup c'est solide, un coup c'est flexible, un coup c'est transparent, un coup c'est coloré, un coup c'est pailleté, un coup ça résiste à l'oxygène, aux flammes, aux champignons, aux fongicides, à ceci, à cela. Toutes les innombrables propriétés viennent de ces additifs. Donc le plastique, c'est ce polymère auquel on greffe ces additifs. Et ce qui est important de savoir et pour comprendre la suite, c'est que ces additifs ne sont pas greffés de manière covalente au polymère, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stables sur le polymère. C'est comme si on a un collier de perles, et que le collier de perles au début il tient, et puis qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des UV, du soleil, au fur et à mesure des bactéries, des frottements, des courants marins si ça se retrouve dans l'océan, etc., ce collier va perdre une perle, deux perles, trois perles, qui sont donc les additifs, et ces additifs du coup se retrouvent dans l'environnement, et par extension, à un moment donné aussi accessoirement dans nos organismes. Pour situer le tableau, le plastique c'est déjà 500 millions de tonnes, c'est le troisième matériau le plus produit au monde derrière le ciment et l'acier. Il a connu une croissance fulgurante depuis les années 50, donc ça fait vraiment une courbe comme ça, on a 8,4% de moyenne de croissance par an. Et les projections pour les décennies à venir, c'est x3 d'ici 2060, x3 en termes de production mondiale, sachant que ça s'accumule. Quand je dis, là on vient de passer a priori en 2024 les 500 millions de tonnes, ça s'accumule avec les 460 millions de tonnes de l'année d'avant, comme ça. Et que on ne sait pas gérer, je pense que ça c'est un secret et un scoop pour personne, on ne sait pas gérer la production, elle est totalement incontrôlée et incontrôlable, notamment à cause de l'effet de fragmentation et pour plein d'autres raisons. Un plastique, ça a une image infatigable, en fait, le matériau il dure des centaines d'années, voilà, ça va même durer jusqu'à 1000 ans pour le polystyrène, donc c'est au-delà de l'échelle d'une vie humaine. Donc on se dit, bah oui, le plastique c'est hyper solide, c'est hyper résistant, c'est hyper performant, ça dure des décennies, des centaines d'années. Or, ce n'est pas complètement le cas, il s'effrite et donc il va partout, mais on en parlera plus tard. Donc, juste pour dire que ça s'accumule et qu'on est dans le cadre d'une production incontrôlée et incontrôlable. Et là-dedans, dans ces 500 millions de tonnes par an, on va dire, le
le premier poste, celui qui est sur le podium en pole position, c'est l'emballage. On est à peu près à 40% de la production mondiale qui est fléchée vers les emballages, et qui dit emballage dit usage unique généralement. Et ensuite, en deuxième et troisième position, on a les bâtiments, donc ce qui sert à isoler, canalisation, etc. Et on a le textile, qui lui aussi suit une courbe exponentielle ces dernières années. Moi, j'avais pas réalisé en fait au début que quand je voyais sur une étiquette de vêtements polyester, polyamide, élastane, nylon, en fait c'est du plastique. Et donc en fait on est potentiellement habillé en pétrole et avec les additifs qui vont avec. Donc j'avais pas calculé ça, et je pense qu'encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui captent pas. Mais là encore c'est parce que ces matériaux apportent des choses qu'on considère comme pratiques, parce qu'on occulte aussi une partie de ce que ça apporte, et c'est pas que des avantages. Et donc les vêtements, c'est 150 milliards de nouvelles pièces par an, on jette 2 fois plus vite qu'à 20 ans, ça consomme comme ça, et on recycle à peu près 1% de la production mondiale, autant vous dire, et puis il faut voir les conditions. Donc en fait tout ça, c'est la fin de vie est gérée, mal gérée, quoi. C'est enfoui, c'est incinéré, ça ne devient rien, mais la croissance est continue comme ça. Quasiment systématiquement tout le temps. Pourquoi le plastique est très utilisé? Bon, parce qu'il a des fonctions qui nous semblent utiles, et parce qu'il n'est pas cher. Eh ben, c'est faux. Il est non seulement pas cher, mais il est inacceptablement cher. Parce que, en fait, les coûts qu'il génère sont pour la plupart cachés. Donc il y a des coûts environnementaux, qui sont par exemple les coûts générés par les pertes de la pêche, parce qu'en fait les micro ou macro-plastiques qui se retrouvent dans les cours d'eau où sont les poissons vont diminuer les rendements, les stocks de poissons, donc les rendements de la pêche. Pareil pour le tourisme, parce que bon, les touristes, à force de voir des ports, des plages, des stations balnéaires blindées de déchets, ça donne moins envie de revenir. Et aussi, bon, inversement, l'industrie touristique essaye de lutter contre ça, donc ils doivent débourser beaucoup d'argent pour nettoyer. Tout ça, c'est entre 15 et 20 milliards de dollars par an, entre les pertes, les manques à gagner et les coûts. Donc il y a le coût environnemental, ça c'est une illustration, et puis il y a le coût pour la santé. Alors là, ça peut paraître très cynique de raisonner en termes de combien de dollars vaut une vie, mais il y a des gens à qui ça parle. Donc il y a une étude qui est parue et qui est assez intéressante, qui s'est faite sur 3 molécules aux États-Unis, qui sont parmi les 3 molécules les plus utilisées dans les plastiques, qui sont notamment les retardateurs de flamme, les bisphénols. Bon, ils ont pris ces 3 molécules. À L3, juste aux États-Unis, par an, ça coûte environ 600 milliards de dollars à la société. 600 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines molécules qui sont toxiques dans les plastiques, qui sont notamment les perturbateurs endocriniens ou les polluants éternels, voilà, ces molécules, elles vont avoir un impact sur la santé qui seront, par exemple, que vous avez un trouble de comportement, un faible QI, du diabète, de l'obésité, un cancer. Bon, si vous avez un faible QI, pardon, c'est encore extrêmement cynique, mais en fait, vous allez être moins productif pour la société. Je raisonne juste en termes de PIB, parce que c'est quand même à la mode ces temps-ci de raisonner en termes de PIB. Bon, si vous avez un faible QI, vous produisez moins, c'est un manque à gagner pour la société. Si vous avez un cancer, que vous devez vous arrêter de travailler pendant 1 an, 2 ans, et qu'en plus c'est la société qui paye pour vous, c'est un coût aussi ça. Et quand vous mettez bout à bout, donc je vous détaille pas tout, mais voilà, c'est 600 milliards par an. Je pense qu'on a mieux à faire, en fait, avec 600 milliards par an. Sur l'environnement, je vais aller dans des recoins qui sont assez peu étudiés. La pollution des océans, elle est très médiatisée, donc je pense que tout le monde en a conscience. En revanche, ce dont on a moins souvent conscience, c'est que les océans ne sont pas juste pollués qu'en surface, et que ça ne suffit pas d'envoyer des navires plein de bonne volonté nettoyer les océans, parce qu'en fait, il y a seulement 1% des déchets de l'océan qui se retrouvent en surface. Quand je dis en surface, c'est quelques mètres de profondeur. 99%, par conséquent, se trouvent au fond, soit amenés par des courants marins, soit lestés par des organismes qui vont les descendre. Bon. Donc le plancher océanique est 1000 fois plus contaminé qu'en surface. Ça, c'est le premier point, c'est pour les océans. Et donc, on a conscience de cette pollution des océans qui ne va que en croissant.
Mais les études sont beaucoup moins prolixes sur les sols. Or, ils sont beaucoup plus contaminés que les océans. C'est juste qu'il y a moins d'études et que du coup, on est moins au courant. Mais c'est en train de bouger, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent au sol. Ils sont en fait soumis, irrigués en plastique par différents biais, différentes sources. Il y a la première source, la majeure partie, c'est la décomposition des macrodéchets. Quand je dis macrodéchets, c'est un déchet visible à l'œil nu, donc ça va être typiquement la bouteille échouée ou le mégot laissé traîner par terre. Cette décomposition, voilà, ça va être des petits morceaux, puis des micro-morceaux, moins de 5 mm, puis des nanomorceaux, donc 1/1000 de mètre, voilà. Et évidemment, plus c'est petit, plus ça se faufile absolument partout. Donc ça va être emmené par l'eau qui va s'infiltrer dans les sols, voilà. Et une fois dans les sols, ça va avoir un impact sur la matrice du sol, sur le cycle du phosphate et de l'azote, et sur les organismes qui sont là. Et comme j'ai commencé à le dire, il y a beaucoup de flots, de flux qui sont aiguillés et qui apportent ces plastiques. Il y a cette décomposition, mais il y a aussi d'autres biais. Par exemple, les pneus sont une grosse source de pollution par petites particules, parce que les pneus sont donc en caoutchouc, voilà, c'est une forme de plastique, ça frotte, ça libère des particules qui vont dans l'air, qui s'infilent dans l'eau et qui vont se reposer et qui vont infiltrer les sols et tout le cycle qui va derrière. Vous avez les bouts des stations d'épuration qui sont aussi un point noir qui est assez peu évoqué, où assez peu de gens en fait, savent ce que c'est. Les stations d'épuration, donc, comme leur nom l'indique, c'est des stations où on envoie nos eaux usées. Enfin, dans certains pays, notamment les pays riches qui peuvent se payer ça, on envoie nos eaux usées. Les stations font leur boulot d'épurer, d'enlever les contaminants, les polluants, y compris les plastiques, les micro- et nanoparticules, sauf qu'il y a des particules qui sont tellement petites qu'elles passent au travers des mailles du filet, elles se retrouvent à la sortie de la station dans une espèce dans des bouts, en fait, c'est avec de la matière organique qui est aussi incluse dedans, qui est supposée être propre, mais voilà. Et cette boue, on ne la stocke pas dans un pot de confiture, en fait, il y a des quantités qui font qu'on va les remettre ailleurs. Et aussi, comme elles ont une fonction d'amendement des sols, elles ont une fonction d'enrichissement des sols, parce qu'il y a de la matière organique, et bien on les épand sur nos champs, sur nos terrains agricoles. Sur la santé, le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de plastique neutre. Voilà, ça n'existe pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, un plastique sans additifs, ça n'existe pas. Et les additifs, c'est des molécules chimiques qui peuvent être préoccupantes, qui ne le sont pas systématiquement, mais qui peuvent. Il y a énormément de choses à dire, donc je vais juste prendre des petites briques. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les additifs ne sont pas greffés de façon stable sur le polymère, donc ils vont se promener. Et comme le plastique est littéralement partout, comme il se fragmente, il se retrouve forcément dans notre environnement de façon très intime, c'est-à-dire on va en respirer. Là, je suis en train d'en respirer. Si je porte des vêtements en synthétique, qu'il y a des frottements, les fibres vont s'envoler et ça va contribuer à mon air intérieur chargé en particules plastiques. Je vais en avaler parce qu'il y en a dans la nourriture, voilà, c'est systématique, parce que les sols, comme je viens de dire, sont contaminés et les plantes vont notamment en absorber, enfin les nanoparticules vont passer par les racines, donc soit j'ingère la plante directement, soit elle est mangée par un animal que moi-même je vais manger, donc bref, ça intègre la chaîne alimentaire. Donc ça se retrouve dans mon assiette, ça se retrouve dans l'air, ça se retrouve même à venir à pénétrer directement par les pores de la peau dans certains cas. Donc j'en ai en moi, on en a tous en moi. Ici, là, dans cette pièce, on a comme point commun de faire cette vidéo et d'avoir des phtalates en nous. Voilà, c'est un point commun, on ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir se dire, ben, on a des phtalates en commun. Donc il y a une partie des effets qui sont mécaniques. Voilà, il y a des micro et des nanoparticules de plastique dans tout mon corps, dans mon sang, dans mes os, dans ma moelle osseuse, dans mon cerveau, dans mes poumons, dans mes reins, dans les testicules des hommes, dans le placenta des femmes enceintes. Il y en a littéralement partout. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est là où on n'a pas cherché. Donc ça, c'est les effets mécaniques. Et puis il y a les effets chimiques, donc les fameux additifs, qui sont libres de leur mouvement. Et dans ces additifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 16 000 qui sont actuellement utilisés sur le marché, il y en a 4 000, plus de 4 000 qui sont toxiques pour la santé.
Toxique, ça veut dire quoi? Vous avez une liste d'effets qui peuvent être, que je vous invite à regarder dans le livre parce que c'est un peu fastidieux, mais ça va être des cancers hormonodépendants, ça va être du diabète, de l'obésité, des troubles de comportement, des troubles de la croissance, de développement, de neurodéveloppement, ça va être des problèmes de fertilité. Et ça, c'est à prioriser, on va dire, le côté préoccupant est à prioriser selon les familles d'additifs, mais voilà, il y en a notamment les bisphénols, notamment les phtalates sont très problématiques. On sort là d'une tentative de plus de 2 ans et demi de négociation pour un traité international juridiquement contraignant sous égide de l'ONU. Il y avait 185 pays et l'objectif c'était de limiter les pollutions plastiques. Je les mets au pluriel. Il n'y a pas eu de traité qui a été signé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. Il y a eu beaucoup de pays qui ont eu une grosse ambition au départ et qui sont devenus de plus en plus nombreux parce qu'ils ont réussi à amener d'autres pays à leur côté. Et notamment la Chine, en dernière ligne droite, a fait une déclaration qui va dans un sens qui est plutôt le bon, dans un sens on va réduire la production mondiale, enfin il faut la réduire. La France et l'Europe étaient parmi les pays les plus ambitieux, donc c'est une super nouvelle. En revanche, actuellement, dans la réglementation, évidemment, il y a des énormes trous dans la raquette. Enfin, on est très content avec la loi AGEC d'avoir interdit les pailles et les touillettes. Bon, oui. Est-ce que, en pourcentage de nos usages, c'est conséquent? Je suis pas sûre. C'est même sûr que non. Et l'usage unique est encore roi. Les alternatives, elles existent. Simplement, elles existent à condition, souvent, de repenser le système. Et notamment à l'hôpital, c'est extrêmement compliqué de repenser le système parce que on manque de moyens, on est dans l'urgence et on est focus sur on sauve des gens ou en tout cas on fait en sorte qu'ils aillent moins mal. Donc je comprends la dynamique, je comprends la pression qui est exercée et je comprends aussi qu'il y a aussi des pressions sur les côtés des industriels, que ça arrange bien en fait de vendre des poches pleine de DEHP, qui est un phtalate qui va donner la flexibilité à la poche et que la flexibilité de cette poche serait utile. Bon, mais il se trouve qu'on pourrait faire avec du verre, on pourrait faire avec un plastique moins toxique, moins préoccupant, qui relargue moins de molécules. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de oui, ok, il y a des moments où le plastique pourra être de valeur, mais si on pense différemment, si on dézoome, si on change de système, si je reprends l'exemple de l'hôpital, si on reprend plus d'humains pour gérer, pour récupérer les poches en temps voulu, les stériliser. Mais c'est toute une logistique à revoir, et je suis d'accord, et c'est peut-être des coûts à impacter, mais encore une fois, les coûts, ils sont aussi à mettre en balance avec le coût pour la société que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des centaines de milliards par an. Et je ne parle même pas du côté humain, des gens qui voient leur vie à moitié soit abîmée, soit détruite. C'est pas que le plastique est nécessaire ou pas nécessaire, c'est qu'il est présent à plus ou moins haute dose selon les contrées. Si vous allez en Amérique du Nord, ça va être au-delà de 200 kg par personne et par an. Si vous allez en Afrique subsaharienne, ça va être 16 kg. Puis nous, pays occidentaux européens, on est entre les deux à une centaine de kilos, un peu moins. Enfin, voilà, donc il y a des disparités. Et ensuite, la question, c'est quel usage et comment, et est-ce que vraiment c'est indispensable? Est-ce que ce jus d'orange où je me prends la tête à me dire est-ce que je l'achète sous bouteille en PET, polyéthylène, ou en Tetra Pak, ou en bouteille en verre, ou je ne sais pas quel autre matériau encore, en fait je dézoome, et est-ce que ce jus d'orange, j'en ai besoin? Est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de manger des pommes localement qui seront nutritivement, soit dit en passant, meilleures pour ma santé? Voilà. Donc c'est se questionner là-dessus et toujours se dire que voilà, il faut voir l'ensemble des impacts.